Aïssata Diouf naquit à Dakar, dans un quartier résidentiel chic où les villas rivalisaient de modernité et les enfants étaient élevés entre rigueur et luxe discret. Sa mère, Khadija, était une commerçante redoutable, spécialisée dans l'exportation d'artisanat africain vers l'Europe. Elle avait bâti son empire seule, à force de négociations et de nuits sans sommeil. Son père, Amadou Diouf, possédait plusieurs immeubles dans la capitale sénégalaise, un homme d'affaires réputé pour son intégrité et son flair inégalé dans l'immobilier. Fille unique, Aïssata grandit entre le raffinement d'un monde d'élite et les valeurs d'une famille profondément attachée à ses racines. Très tôt, elle apprit à gérer, à observer, à écouter. Elle parlait le wolof, le français, et plus tard, l'anglais avec une aisance qui impressionnait ses professeurs. Elle excellait en mathématiques, mais ce qui frappait surtout, c'était son regard, profond, curieux, presque douloureux parfois, comme si elle percevait des vérités que les autres préféraient ignorer. Malgré les invitations dans les soirées mondaines et les propositions de jeunes héritiers fortunés, Aïssata restait en retrait. Elle lisait beaucoup. Elle rêvait d'anonymat, de vérité brute, de liberté hors des apparences. À 19 ans, elle partit en France pour étudier l'économie à la Sorbonne. Elle y arriva dans une voiture de luxe, avec une logeuse déjà payée pour 3 ans, et des comptes bien garnis ouverts à son nom. Mais peu à peu, elle fit disparaître tous les signes extérieurs de richesse. Elle portait des vêtements simples, refusait les appels vidéo avec ses amis sénégalais qui ne comprenaient pas sa transformation. Elle voulait être une étudiante comme les autres. Invisible. À l'université, elle se lia peu. Elle observait. Elle voulait comprendre les gens sans les filtres du statut social. C'est à la salle de sport universitaire qu'elle le vit pour la première fois, Damien Morel. Damien n'était pas exceptionnel physiquement, mais il avait une énergie magnétique, un franc-parler qui contrastait avec la superficialité ambiante. Il encourageait les étudiants timides, se montrait patient avec les maladroits. Aïssata fut intriguée, puis fascinée. Il la remarqua aussi, bien sûr. Il la croyait simple, un peu réservée, douce. Elle lui faisait penser à sa mère, disait-il. Une femme forte qui avait élevé seuls 3 enfants. Damien venait d'un quartier populaire de la banlieue lyonnaise. Il en était fier. Il valorisait le travail manuel, le courage, la débrouille. Il méprisait les « fils à papa », et elle, justement, n'en donnait pas l'image. Aïssata tomba amoureuse de ce qu'elle croyait être la sincérité absolue. Il ne lui demanda jamais ce que faisaient ses parents. Il aimait qu'elle ne « joue pas la princesse ». Elle, de son côté, décida de ne rien dire. Elle voulait que pour une fois, l'amour ne soit pas entaché par l'argent. Lorsqu'il la demanda en mariage, après 2 ans d'une relation stable et tendre, elle accepta sans hésiter. Elle n'avait pas besoin de plus. Il était son refuge. Elle pensait l'avoir trouvé, un homme qui aimait la femme, et non le nom, le compte en banque ou l'héritage. Ils s'installèrent dans un petit appartement modeste du 14e arrondissement, sous les toits, avec vue sur les immeubles gris et les antennes. Pour la première fois, Aïssata refusa l'aide de ses parents. Elle ne voulait pas d'argent, pas de cadeaux, pas d'interférence. Elle voulait mériter chaque instant de cette vie simple. Malgré son diplôme, elle accepta un poste de caissière dans un petit supermarché de quartier. Elle aimait ce contact direct avec les gens, ce travail répétitif mais humain. Les clientes âgées l'aimaient, les enfants aussi. Damien, lui, travaillait dans un lycée privé comme professeur d'EPS. Il parlait souvent de son rêve, ouvrir une salle de sport dans le 13e, un concept nouveau mêlant sport, nutrition, bien-être. Il se plaignait du manque de moyens. Et parfois, il lançait des piques. Si seulement t'étais un peu plus ambitieuse, on pourrait faire des projets à 2. T'as un master d'économie, Aïssata. T'es caissiere. Ça te va, ça? Je me bats seule. J'aurais aimé avoir une vraie partenaire. Elle restait silencieuse. Elle encaissait. Elle pensait que c'était le prix de l'amour vrai. Mais avec le temps, l'homme qu'elle avait aimé sembla s'évaporer. Damien devenait amer, nerveux, parfois méprisant. Il rentrait de plus en plus tard. Prétexte bancal, message qu'il effaçait devant elle. Et ce parfum sur sa peau, ce n'était pas le sien. Un jour, elle trouva un reçu de restaurant, pour 2 personnes, à la date où il disait être en réunion au lycée. Elle ne dit rien. Puis, ce fut une trace de rouge à lèvres rouges cerise sur son col blanc,
mal effacée. Encore une fois, elle se tut. Mais le coup de grâce vint un après-midi pluvieux. En rentrant plus tôt du travail, elle s'arrêta devant la porte entr'ouverte. De l'autre côté, la voix de Damien, claire, impitoyable. Elle ne sert à rien. Une fille de banlieue, sans avenir. Je la supporte par pitié. Dès que j'ai les fonds pour ma salle, je la jarte. Toi, t'es différente. T'es belle. T'as du cran. Elle, c'est une pauvresse. Puis un rire. Un rire de trahison. De mépris. Cette nuit-là, Aïssata prépara du thé à la menthe, comme toujours. Elle le regarda longuement, sans dire un mot. Il mangea comme d'habitude. Parla de Sajaurnee. Il ne vit pas l'ombre dans ses yeux. Mais en elle, quelque chose d'immense s'était brisé. Un barrage de silence céda. Un vent froid se leva dans son âme. Elle ne pleura pas. Elle planifia. Et dans un tiroir oublié, elle retrouva ce qu'elle avait rangé depuis trop longtemps. Son passeport diplomatique, une carte de membre du conseil d'administration de la société Diouf Immobilier International et un compte bancaire suisse dormant. Le masque allait tomber. Bientôt. Le lendemain matin, comme si l'univers avait soufflé ses pensées dans l'oreille de Damien, il rentra à l'appartement, les yeux injectés de rancune, le regard tranchant comme une lame. Il jeta son sac à terre, s'approcha d'elle sans même retirer sa veste. Il ne voyait plus la femme qu'il avait aimée, seulement le miroir de ses propres frustrations. « Je ne t'aime plus », lâcha-t-il, glacial. « Je veux que tu partes. » Tu me tires vers les vas. Ces mots claquèrent comme des gifles dans le silence de la pièce. Mais Aïssata ne pleura pas. Elle ne réagit même pas. Pas un froncement de sourcils. Pas une larme. Elle se leva lentement, alla chercher sa valise, plia soigneusement ses affaires. Chaque geste était calme, fluide, comme une danse maîtrisée. Elle ferma la fermeture éclair avec une élégance douloureuse. Sans une parole, sans un regard de reproche, elle sortit de cet appartement qui, hier encore, était son foyer. Elle descendit les marches, traversa la rue, et laissa derrière elle le mensonge d'un amour qu'elle avait cru sincère. Elle monta dans un taxi noir. 10 minutes plus tard, elle franchissait les portes dorées de l'hôtel Elysia, place Vendôme. Le portier s'empressa de l'accueillir. « Madame Diouf. Votre suite est prête. Nous avons placé vos bouquets de lys blanc, comme vous les aimez. » Dans le hall, les employés s'inclinèrent. Les clients fortunés la regardèrent avec admiration. Elle ne portait plus de jean délavé ni de veste effacée. Elle portait une robe ivoire fluide, dessinée par sa styliste personnelle. Son regard avait changé. Elle n'était plus l'ombre d'elle-même. Elle était l'héritière. Elle était la bâtisseuse. Ce que Damien n'avait jamais su, c'est qu'il avait partagé son lit avec l'une des femmes les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest. Une femme qui avait choisi, par amour, de vivre dans la simplicité. Une erreur qu'elle ne commettrait plus jamais. Car Aïssata Diouf possédait bien plus qu'un nom. 2 hôtels 5 étoiles, l'un à Paris, l'autre sur la corniche des Almadies à Dakar, tous deux reconnus pour leur raffinement. Un groupe immobilier international, avec des projets de logements sociaux et de tours d'affaires à Abidjan, Bamako et Paris. Départ dans une chaîne panafricaine, voix des femmes, des artistes et des penseurs africains. Et un réseau discret mais puissant de femmes entrepreneurs, qu'elle finançait en toute discrétion à travers le continent. Pendant 3 ans, elle avait tout mis de côté. Par amour. Par naïveté. Parfois en un homme. En moins de 2 semaines, la reine reprit son trône. Son équipe l'attendait. Son chauffeur personnel, Abdoulaye, pleura en la rebollant. Sa styliste, Emma, s'écria. Enfin, on va effacer ces 3 années de gris. Reviens en lumière. Les médias s'emparèrent de la nouvelle. Les gros titres circulèrent dans les journaux économiques et les réseaux sociaux. Le retour de l'héritière invisible, Aïssata Diouf reprend les rênes de l'empire familial. La lionne du Sénégal est de retour. Et elle rugit. Mais Aïssata ne se contenta pas de briller. Elle frappa là où il fallait. Elle apprit que Damien, sans emploi fixe, comptait ouvrir une petite salle de sport avec un prêt en attente. Elle fit une offre de rachat discrète, via une société écran. Le propriétaire accepta. Quelques semaines plus tard, le local portait un nouveau nom, Centre Aya pour l'autonomie des femmes en reconversion.
L'ancien projet de Damien n'existait plus. À la place, des femmes venues de quartiers oubliés apprenaient le marketing, le sport, la gestion de projets. Aissata venait souvent assister aux formations. En silence. Avec fierté. Damien, ruiné, perdit son travail dans le lycée après une plainte d'un collègue pour comportement déplacé. Sa maîtresse, lassée de sa situation instable, le quitta sans un mot. Il essaya de contacter d'anciens amis. Personne ne répondit. Un soir, dans un studio insalubre en banlieue, il regarda son téléphone. Il hésita. Puis appela. Une seule sonnerie. Elle décrocha. Aissata. Sa voix tremblait. Je me suis trompé. Tu étais la seule vraie. La seule qui m'aimait sans condition. Un silence. Puis sa voix, douce mais ferme. Tu m'as appelé pauvresse. Tu te souviens? Je ne le pensais pas. Je t'en supplie. Tu m'as jeté quand j'étais vulnérable. Maintenant tu veux revenir quand je suis puissante? Elle marqua une pause. Je ne suis pas ton refuge. Et encore moins ton échappatoire. Je suis ce que tu n'auras plus jamais. Elle raccrocha. Cette nuit-là, il comprit qu'il avait tout perdu non pas à cause d'elle, mais à cause de lui-même. Les mois passèrent, et le nom d'Aissata Diouf devint un symbole. Plus qu'une femme d'affaires, elle devint une voix. Une voix pour celles qu'on ne voyait pas. Une voix pour celles qu'on faisait taire. Les plateaux télé se l'arrachèrent. Elle parlait avec calme, sans excès, avec cette autorité naturelle de celles qui n'ont pas besoin de hausser le ton pour être entendues. Mais elle ne s'arrêta pas à la parole. Elle fonda la maison Wouri, du mot wolof signifiant guérison. Un centre d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales, femmes exilées, femmes brisées. On y trouvait des psychologues, des avocates, des formatrices, mais surtout de la dignité. Des chambres lumineuses, des miroirs sans jugement, des regards bienveillants. Puis elle lança une campagne nationale qui bouscula le pays, relayée dans toute la francophonie africaine et européenne. Une femme n'est pas un tremplin. Elle est un sommet. Les affiches couvraient les murs des métros, les façades des universités, les écrans des smartphones. Les gens se mirent à raconter leurs histoires. Des hommes s'excusèrent publiquement. Des femmes sortirent de l'ombre. Aissata ne cherchait pas la gloire. Elle offrait une revanche collective, bien plus puissante qu'une vengeance personnelle. Un matin pluvieux de novembre, dans son bureau parisien aux grandes baies vitrées donnant sur la Seine, sa secrétaire entra discrètement. « Madame, une lettre vous est adressée. Il n'y a ni adresse ni timbre. » Elle la prit. Une feuille, pliée simplement. Pas de luxe. Pas de logo. Juste l'encre d'un homme brisé. Je vis dans un foyer, sans rien. Je dors sur un matelas que d'autres ont abandonné. Parfois, je vole du pain pour manger. Mais je te regarde à la télé, et je me rends compte de ce que j'ai perdu. Tu étais un trésor. Je t'ai traité comme un fardeau. Je suis désolée. Damien. Elle resta figée. Le passé frappait à la porte. Mais il ne réclamait plus l'entrée. Il murmurait des regrets. Elle posa la lettre sur son bureau, regarda par la fenêtre. Il pleuvait. Et pourtant, son cœur était calme. Elle pleura. Oui. Mais ce n'était pas la douleur. C'était la confirmation qu'elle avait guéri. Qu'elle était libre. Que la blessure ne commandait plus ses gestes, ni ses choix, ni son regard. Elle pria pour lui. Elle ne répondit pas. Des années plus tard, au Sénégal, dans un gala caritatif organisé au Théâtre national Daniel Sorano, on célébrait l'anniversaire des 10 ans de la maison Wouri. Les femmes défilèrent sur scène. Elles racontèrent comment elles étaient parties sans rien, parfois avec un enfant dans les bras, parfois avec des ecchymoses, parfois avec juste le souffle qui leur restait. Aissata, assise au premier rang, les regardait comme une mère regarde ses filles. Fierement. Tendrement. Sans s'imposer. À la fin du gala, une jeune fille de 17 ans, brillante élève d'une école technique fondée par la Fondation Diouf, s'approcha timidement, le micro à la main. « Madame Diouf, s'il vous plaît, quel est votre secret? Comment êtes-vous devenue? Vous ?» Un murmure parcourut la salle. Les regards se tournèrent vers elle. Les caméras aussi. Elle se leva. Son pagne wax scintillait sous les projecteurs. Elle marcha lentement vers la scène,
puis posa une main sur l'épaule de la jeune fille. Elle sourit, profondément. Mon secret? Elle prit une pause. Tous attendaient. Se taire pendant qu'ils t'enterrent. Et repousser la terre avec ta propre force. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Des femmes pleuraient. Des hommes se levèrent. Une ovation. Une promesse. Une légende.